Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, une des plus grandes de toute l'histoire des sciences, et qui est pile au cœur de notre programme. Quel âge a notre planète? Alors on va pas faire un cours classique, non. On va mener l'enquête un peu comme des détectives du temps. Voilà notre plan de bataille. D'abord, on va remonter aux toutes premières idées quand tout ça c'était de la philo ou de la religion. Ensuite, on verra comment les scientifiques ont commencé à chercher des preuves avec leurs premières méthodes, leurs intuitions géniales, mais aussi leurs erreurs. Et pour finir, on découvrira la révolution qui a tout changé et qui a enfin donné la réponse. Et tu verras, toute cette histoire, ça nous en dit long sur ce que c'est la science. Allez, c'est parti. Au tout début, il faut bien se mettre en tête que la science, telle qu'on la connaît, n'existait pas. Il y avait en gros deux écoles et elles étaient radicalement opposées. D'un côté, t'as les philosophes grecs, comme Aristote, qui imaginaient une terre éternelle. Pas de début, pas de fin, un cycle infini. Et de l'autre, bien plus tard, au XVIIe siècle, t'as l'archevêque Usher. Lui, il a fait un calcul hyper méticuleux en se basant sur la Bible, en additionnant les générations, et il arrive à une date d'une précision folle, le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Deux manières de voir le monde fascinantes, mais qui se basent sur la pensée ou la foi, pas sur une preuve qu'on peut toucher ou mesurer. Du coup, pendant des siècles et des siècles, la question est restée là, dans le domaine de la philosophie et de la croyance. Personne n'allait chercher des indices dans les cailloux. On cherchait les réponses dans les textes anciens, dans les grands raisonnements. Mais tout ça, ça va être bousculé par une vague de nouvelles idées au siècle des Lumières. Une vraie révolution. Et cette révolution, c'est la naissance de la géologie. Des savants commencent à regarder le monde différemment. Un paysage, une montagne, ce n'est plus juste un décor. Ça devient comme un livre d'histoire géant, à ciel ouvert. Ils comprennent que chaque couche de roche, chaque fossile, c'est un mot, une phrase qui raconte le passé de la Terre. Il fallait juste apprendre à lire ce langage. Ok, pour dater quelque chose, il faut une horloge, c'est-à-dire un phénomène qui se répète à un rythme régulier. Les premiers géologues se sont donc mis en quête d'horloges naturelles, des processus lents, constants, qui pourraient leur servir de chronomètre. Leurs idées étaient vraiment brillantes, mais comme tu vas le voir, ces premières horloges, disons qu'elles n'étaient pas encore parfaitement réglées. La première grande idée, elle vient d'un naturaliste français, Buffon. Il se dit « Ok, les sédiments s'accumulent au fond de l'eau, ça forme des couches, les strates, un peu comme un millefeuille. Son idée est simple, si on mesure la vitesse à laquelle la boue se dépose aujourd'hui, il suffit de mesurer l'épaisseur totale de toutes les couches de roches pour avoir une idée du temps que ça a pris. Avec ça, il arrive à des millions d'années. Pour l'époque, c'est un chiffre hallucinant. Sauf qu'il y a un gros problème dans son raisonnement. Le dépôt des sédiments est tout sauf constant. Une grosse inondation peut déposer 1 mètre de boue en quelques jours, puis plus rien pendant 1000 ans. Bref, son horloge avançait et s'arrêtait sans arrêt. Pas assez fiable. Une autre tentative, super maligne aussi. On sait que les rivières arrachent des sels aux roches et les transportent jusqu'à l'océan. Quand l'eau de l'océan s'évapore, le sel, lui, y reste. L'océan devient donc de plus en plus salé. L'idée, c'est de calculer le temps qu'il a fallu pour que les océans partis d'eau douce atteignent leur salinité actuelle. Le physicien John Joly, avec cette méthode, trouve environ 90 millions d'années. On fait encore un bond énorme. Mais là encore, il y a un loup. Le modèle oublie un truc important. Du sel, l'océan en perd aussi. Il se dépose au fond, il est piégé dans des formations géologiques. L'horloge est, encore une fois, faussée. Ce qu'il faut vraiment retenir avec cette frise, c'est le changement d'échelle complètement dingue. En à peine 2 siècles, on passe de 6000 ans, une durée qu'on peut encore un peu se représenter, à 100 millions d'années. C'est vertigineux. On entre dans ce que les géologues appellent le temps profond. Même si les calculs n'étaient pas parfaits, ces scientifiques ont fait exploser les limites de notre imagination et ont ouvert la voie à l'idée d'une Terre immensément vieille. Pour trouver le vrai chiffre, il fallait une horloge parfaite, une horloge qui soit dans la matière, qui ne se soucie ni du chaud, ni du froid, ni de la pression. Une horloge qui ne se dérègle jamais. Et cette horloge miracle, c'est la physique qui va la découvrir à la toute fin du 19e siècle. La radioactivité. Et là, crois-moi, ça va absolument tout changer. Cette phrase, elle résume tout. C'est l'idée la plus géniale qui soit. Imagine que certaines roches naissent avec un chronomètre intégré. Un chrono qui démarre à l'instant précis où la roche se solidifie et qui tourne depuis sans jamais s'arrêter avec une régularité parfaite. C'est ça, le principe de la datation radiométrique. Alors là, petite concentration, c'est le point technique le plus important. Mais tu vas voir, c'est logique. Dans la nature, il y a des atomes qui sont instables, comme l'uranium. On les appelle les éléments pairs. Spontanément, ils se cassent la figure, ils se désintègrent pour devenir des atomes stables, comme le plomb, qu'on appelle les éléments fils. La clé de tout, c'est que cette transformation se fait à un rythme ultra constant, que rien ne peut perturber. C'est ce qu'on appelle la demi-vie, le temps qu'il faut pour que la moitié des atomes pairs se soient transformés en atomes fils. Du coup,
Si dans une roche, tu mesures combien il reste de pères et combien de fils sont apparus, tu peux calculer l'âge de la roche avec une précision redoutable. C'est comme un sablier atomique. Bien sûr, pour mesurer des milliards d'années, il faut des sabliers qui s'écoulent très, très, très lentement. Et là, regarde ce tableau, l'uranium-238, sa demi-vie, c'est quasiment 4,5 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il faut 4,5 milliards d'années pour que la moitié d'un stock d'uranium se transforme en plomb. C'est gigantesque. Et c'est justement ça qui en fait l'outil parfait pour dater les plus vieilles roches de notre planète. Donc on a la méthode ultime. Dans les années 50, un géochimiste américain, Clair Patterson, se lance dans cette quête. Mais il se heurte à un mur. Sur Terre, à cause de la tectonique des plaques, du volcanisme, de l'érosion, les roches sont sans cesse détruites, fondues, recyclées. C'est quasiment impossible de trouver une roche originelle, une roche qui daterait de la naissance même de la Terre. La solution que Patterson va trouver est un pur coup de génie. Puisqu'il ne trouve pas la réponse sur Terre, il va la chercher ailleurs, dans l'espace. Alors, petite question pour toi. Pourquoi est-ce que la meilleure façon de connaître l'âge de notre planète, c'est d'analyser des cailloux tombés du ciel? Prends une seconde pour y réfléchir. Et voilà la réponse. Les météorites, ce sont des vestiges de la naissance du système solaire. Elles se sont formées exactement en même temps que la Terre, à partir du même nuage de poussière et de gaz. Sauf que, contrairement aux roches sur Terre, elles ont flotté dans le vide glacial de l'espace pendant des milliards d'années sans être modifiées. Ce sont des capsules temporelles parfaites. Dater une météorite, c'est donc dater la formation de tout le système solaire, et donc de notre planète, la Terre. Après des années de travail acharné, il a dû inventer des laboratoires ultra propres pour ne pas contaminer ses échantillons. Patterson publie enfin son résultat en 1956. Et le verdict tombe. 4,55 milliards d'années. Ce chiffre, il n'est pas sorti d'un chapeau. Il est le fruit d'une démarche scientifique impeccable et c'est celui qui fait consensus aujourd'hui. Pour la première fois de l'histoire humaine, on connaissait l'âge de notre maison. L'enquête était enfin résolue. Bon, on a le chiffre, c'est super. Mais au-delà du nombre, ce qui est vraiment important de comprendre pour ta formation d'esprit critique, c'est la leçon de cette histoire. Elle nous montre parfaitement la différence fondamentale entre une démarche scientifique et une croyance, un dogme. C'est hyper important de ne pas confondre les deux. Un dogme, c'est une vérité qu'on affirme, qu'on ne discute pas, point final. Une théorie scientifique, c'est tout le contraire. C'est la meilleure explication qu'on a à un moment donné, basée sur des preuves, des observations, des calculs. Mais, par définition, elle n'est pas gravée dans le marbre. Si demain une nouvelle expérience, une nouvelle preuve montre que la théorie est incomplète ou fausse, alors on la change, on l'améliore ou on la jette. La science, ce n'est pas un livre de réponses, c'est une méthode pour poser des questions et se corriger en permanence. Allez, on résume pour être sûr que tout est bien en place dans ta tête. Premièrement, trouver l'âge de la Terre, ça a été une véritable enquête de plusieurs siècles. Deuxièmement, les méthodes ont progressé main dans la main avec la technologie et les connaissances en physique et en chimie. Troisièmement, la radioactivité a été la clé, l'invention de l'horloge absolue et fiable. Et enfin, le plus important, cette histoire nous montre que la science avance en se trompant, en testant, en corrigeant ses erreurs. C'est ça qui fait sa force. Et pour finir, sache que cette aventure n'est pas terminée. Les techniques de datation radiométrique utilisées par Patterson, ce sont exactement les mêmes qui sont embarquées aujourd'hui sur les rovers qui se baladent sur Mars. On est en train d'analyser les roches martiennes pour connaître leur âge. On est en train d'écrire un tout nouveau chapitre de l'histoire du système solaire. Alors, quelles histoires incroyables ces cailloux de Mars vont bien pouvoir nous raconter. La quête de nos origines est loin, très loin d'être finie. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner et à la partager. On se retrouve bientôt.